Jeudi 7 janvier 2021, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Le Perroquet, le rendez-vous politique. Vous savez, cette émission vous parvient du lundi au vendredi sur les antennes de la Radio Évasion Guinée, une émission à retrouver en différé sur les antennes de la télévision du même nom. Ce matin, nous allons parler aussi de la politique, nous allons parler donc de l'actualité politique, mais aussi de l'actualité parlementaire avec cette résolution relative donc aux coordinations régionales et associations assimilées en République de Guinée. Hier donc, les élus étaient en plénière donc pour statuer sur cette question, pour mieux réglementer les coordinations régionales qui sortent de leur cadre, donc selon les députés, mais quel effet peut-on donc attendre de cette résolution quand on sait qu'elle n'a pas de caractère donc contraignant? Ce matin, je reçois comme invité honorable Boubacar Sidiri Diallo. Il est député à l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de la commission loi donc de l'Assemblée nationale. Il est aussi président du parti UMP. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Lamine. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous. Je rappelle aussi, vous vous présentez quand même comme étant l'une des relèves politiques. Si on peut le dire, c'est pourquoi on fait la politique. Ouais. Avec notamment ce collectif-là. D'entrée de jeu, commençons par cette résolution, monsieur le président. Vous étiez hier à l'Assemblée nationale, vous avez même voté pour cette résolution. Le constat est parti peut-être de cette situation des coordinations régionales. Est-ce que vous pensez qu'avec cette résolution-là, on peut vraiment réglementer cette situation? Bon, merci. Avant tout, je dois d'abord préciser qu'une résolution n'est pas une loi. Une résolution, c'est une décision de la deuxième institution la plus importante du pays par rapport à un point important de la vie nationale. Il appartient maintenant au pouvoir exécutif de prendre le contenu de la résolution et d'en faire usage utile. Yeah. Alors, les députés ne pouvaient pas rester en marge des événements qui se sont déroulés à Massanta, qui ont endeuillé notre pays pour des faits qui ne devaient pas en arriver là. Ensuite, aujourd'hui, quand vous voyez la prolifération de ce phénomène d'intronisation de Sotikemo, de Kuntigi, de patriarches, de coordination régionale, ça prend des proportions démesuré et ça interfère même dans la cohésion sociale, dans la quiétude, alors que ça, le maintien de l'ordre et de la paix est un rôle régalien de l'État. Il n'appartient pas à des instances informelles d'assumer ce rôle-là. Donc lorsqu'une instance informelle, déjà qui n'existe pas légalement dans une disposition, devient un facteur d'instabilité sociale, alors il faut que tous les acteurs et les parties prenantes et les institutions concernées puissent inspirer les pouvoirs publics à prendre des mesures rapides et idoines pour mettre fin à ça. C'est ce qui nous a amené à prendre cette résolution. Justement, beaucoup de débats houleux ont eu lieu ce jour-là. Ce caractère informel donc de ces organisations, tous les députés ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est le cas de l'honorable Mohamed Lamine Kaba qui estime que ces organisations ne sont pas informelles dès lors que la nouvelle constitution, la constitution actuelle quand même prévoit ces organisations dans l'une de ses dispositions. Vous êtes juriste, est-ce que vous... Non, la nouvelle constitution, même l'ancienne constitution, aucune constitution guinéenne n'a parlé de coordination régionale. D'accord ? Il est dit que la liberté d'association est consacrée dans la Constitution. Mais quel genre d'association? Une association qui ne remet pas en cause la quiétude sociale. Aujourd'hui, à Massanta, nous sommes à plus de 10 morts. Est-ce qu'une telle association peut être déclarée légale pour des faits qui ne tiennent de rien? Alors, les opinions peuvent diverger, les explications peuvent venir de partout. Vous savez, ce n'est pas l'unanimité qui est important, c'est la majorité.
Sur tous les députés, je pense qu'il n'y avait que 3 ou 4 qui ont voté contre. C'est leur droit, c'est l'Assemblée. Qui se sont abstenus. Qui se sont abstenus d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils ont une autre vision qui n'est pas contradictoire avec l'esprit de la résolution. Parce que l'esprit de la résolution, c'est d'amener les pouvoirs publics à inspirer l'État et à rappeler le rôle de ces institutions informelles. Justement, dans la résolution, il est rappelé que les coordinations régionales ont un rôle informel et consensuel. Ensuite, la résolution rappelle que ces institutions, ces associations ne sont pas des institutions politiques. Ensuite, la résolution rappelle que ces associations ne doivent pas interférer dommageablement dans la quiétude et l'ordre social. Et aussi, on a demandé au président de la République de s'affranchir de ces associations-là. Voilà substantiellement ce que la résolution... C'était une résolution de 6 points, une résolution que donc le président de l'Assemblée nationale lui-même a fait lecture. Je me permets quand même de lire quelques passages là. Le premier point, c'est que il est dit que les coordinations régionales et organisations assimilées sont unanimement et exclusivement des organisations informelles constituées sur la base du consentement des citoyens et citoyennes ressortissants dont elles ont la charge de défendre les intérêts moraux et de maintenir entre les communautés la paix à travers des conseils et des sensibilisations pour éviter les affrontements interethniques. Le deuxième point, les coordinations régionales et organisations assimilées ne sont pas des actrices politiques et doivent éviter toute prise de position politique et partisane et s'abstenir de toute immixtion dans les questions judiciaires dont les acteurs sont déterminés par la Constitution et les lois en vigueur. Mais le sixième point, le chef de l'État devrait complètement s'affranchir de l'implication des coordinations régionales et des organisations assimilées dans les affaires courantes de l'État, la formation du gouvernement et les nominations aux hautes fonctions administratives pour éviter de leur part toute prise de position hégémonique. Finalement, il y a le chef de file de l'opposition qui a pris la parole à l'Assemblée là-bas, qui estime que, dans une large mesure, le président Alpha Condé est responsable de cette situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? D'accord. D'abord, quand vous dites le chef de file, non, le député Elhadj Mamadou Sylla. Elhadj Mamadou Sylla, que j'aime bien, que je respecte, mais ce n'est pas le chef de file de l'opposition. Alors, nous y reviendrons longuement. Voilà. Donc, oui, parce que ce que Elhadj a dit, il a tout à fait raison. Cette situation de coordination a profité au vieux parti. Quand vous prenez la Basse-Côte, on sait qu'elle était, l'UFR a bénéficié en large mesure du soutien de certains qui se réclamaient être des Kuntigui de la Basse-Côte. Et la coordination du Manding soutenait aussi le candidat Alpha Condé quand il était opposant. Et le Fouta soutenait aussi l'UFDG. Donc oui, d'une manière directe et même indirecte, ces coordinations, ces vieux partis ont péché dans cette situation aujourd'hui. Voilà pourquoi on l'interpelle à s'affranchir de ça. Si l'État devait être soumis au dictat et à l'orientation de ces coordinations. Aujourd'hui, le président étant du Manding, la coordination Manding va avoir un poids réel sur lui et l'amener à prendre des décisions d'État sur une base de communautarisme. Voilà la quintessence de cette résolution. Oui. C'est pour éviter ça. Et demain, un autre viendra d'une autre communauté, ils vont le faire. En plus, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre fin à cette situation. Beaucoup pensent comme moi également. Il faut mettre fin à cette situation de coordination régionale parce que toutes ces coordinations, toutes ces associations et toutes ces personnalités intronisées ont pris des allures et des dimensions politiques. Ils les ont politisées. Et aujourd'hui, ça devient un fonds de commerce pour certains groupes. De sorte que c'est ce qui amène la balkanisation de certaines régions, représentation des régions naturelles. Quand vous prenez la Basse-Côte, à un moment, la Basse-Côte s'est retrouvée avec plus de 4 coordinations régionales.
Donc il y a une incompréhension totale. Quand vous prenez certaines coordinations du Fouta à l'étranger, vous avez 2 coordinations séparées parce que chaque groupe veut être le représentant soi-disant de la coordination. Et ici, même en Guinée, au départ, il y avait 2 coordinations du Fouta. C'est tout récemment qu'ils ont pu réunir ça. Il y a des problèmes un peu partout parce que si vous venez travailler, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas l'entente. Mais quand vous venez, il y a des avantages qui s'y mixent dans le rôle, alors le jeu d'intérêt amène la divergence des opinions. Ouais. Tout est parti quand même de cette situation, de ces récentes violences-là qui ont secoué la ville de Macenta. Mais finalement, cette situation-là, est-ce qu'elle n'est pas alimentée, instrumentalisée par les politiques ? Non, mais finalement, ça dépasse. Je pense que les politiques pensent instrumentaliser ces coordinations et ces personnalités. Et les personnalités là aussi pensent tirer bénéfice de ces politiques. Chacun a besoin de l'autre. Aujourd'hui, si vous êtes dans la cour d'un patriarche, alors attendez-vous, même quand le président de la République vient, à ce qu'il vienne avec une enveloppe. À l'approche des élections, il y a des sacs d'argent qui viennent. Alors c'est l'ensemble de ces avoirs constitue une manne financière importante et ceux qui sont dans la cour et dans les faveurs de ce patriarche-là en tirent bénéfice. Maintenant, ce qui est en train de se passer à Macenta, c'est que alors chacun pense qu'il incarne cette autorité mieux que l'autre. Mais prenez par exemple une ville où il y a beaucoup de communautés autochtones. Je prends l'exemple de ma ville natale, moi je suis de Koundara. Je suis descendant du roi de Dama, petit-fils de l'érudit Tcherno Ibrahima Dama. Donc, dans le sens de la compréhension de notre famille, le patriarche doit venir chez nous. Alors, il y a les descendants de Alouten, il y a les descendants de Dembalel, il y a les descendants de Badjara, il y a le descendant de Sarakole, etc., etc. Toutes ces communautés sont de Koundara. Si chaque communauté dit que le patriarche de Koundara doit venir de sa communauté, mais la ville va prendre feu. Mais au sens réel de l'existence de ces personnalités morales, c'était de créer la cohésion sociale. C'est-à-dire, il y a le patriarche des descendants du Waliou de Dama, et il y a celui des descendants de Dembalel, de telle communauté. Chaque communauté a son patriarche. Maintenant, lorsqu'il y a un problème dans la cité, tous ces patriarches-là se réunissent autour d'un arbre à palabres, ils discutent, ils trouvent un consensus et chacun rentre dans sa base pour dire voilà ce qu'on est décidé, c'est comme ça que ça va marcher. Voilà le sens de l'esprit du patriarche. Mais si on vient jusqu'à vouloir dire que toute la ville, c'est notre patriarche qui est là, ça devient de la pagaille. Ça devient de la pagaille. Et l'esprit même de ça, c'est le respect hiérarchique qu'on connaît de l'Afrique. Mais si cet esprit est tronqué pour des besoins et pour une avidité, alors ça va taper dessus et des Guinéens vont taper des Guinéens et les gens vont perdre des biens, ils vont perdre leur santé, leur intégrité physique et il y en a qui ont perdu la vie. Yeah. Alors aujourd'hui, l'État ne peut pas justifier ou expliquer cela. On ne peut pas mettre ça au dos de petites institutions politiques. Yeah. Voilà. Honorable Boubacar Sidiki Diallo, deuxième vice-président de la commission des lois, président de l'IMP. Il est notre invité ce matin. D'un moment à l'autre, je vais donc vous donner la parole, cher auditeur. Mais avant, vous êtes membre quand même d'une assemblée nationale née dans des conditions que l'on sait. Il y avait beaucoup de pronostics, il y avait beaucoup de pessimistes qui disaient non, écoutez, nous sommes dans une assemblée nationale complètement, totalement dominée par la mouvance présidentielle avec plus la majorité absolue. Vous appartenez à cette assemblée, vous êtes de l'opposition. Quelle est l'atmosphère qui prévaut? Est-ce que finalement, vous dites, tenez, vous êtes une minorité, mais quand même vous venez à vous faire entendre? Voilà, vous savez, ce problème de majorité ou de minorité à l'Assemblée, les Guinéens doivent aller lire. Il faut que les gens apprennent à lire. Aucune loi n'a dit qu'une Assemblée doit forcément être composée de parité entre mouvance et opposition. C'est bête, c'est un équilibre irrationnel, parce que la loi, la vraie,
dit que dès lors que vous êtes député, vous cessez de répondre aux injonctions de vos bases politiques. C'est couper le député de la base politique pour faire de lui un homme d'État répondant à une chose, à l'autorité de la loi. Le mandat impératif. Le mandat impératif est nul. Alors pourquoi les gens pensent que s'il n'y a pas 2-3 partis de l'opposition virulente, alors l'Assemblée, elle n'est pas correcte? Non, c'est mal connaître les lois. Donc il faut qu'on apprenne les lois. Si on ne connaît pas, on demande. Vous comprenez? Aujourd'hui, à l'Assemblée, les débats se font correctement et normalement. Et comparer l'Assemblée que les gens pensent être régulière et celle qu'ils pensent être déséquilibrée. C'est-à-dire entre la 8e et la 9e. Et la 9e. La 8e Assemblée, des Guinéens vous payent. Même les heures de travail, vous avez des émoluments, vous avez des primes, vous avez tout, et vous passez tout le temps à vous insulter. Vous perdez 80% de votre temps à vous insulter, toute chose qui non seulement ne reflète pas, ne fait pas honneur à l'institution, mais aussi ne sert pas les Guinéens au nom desquels vous agissez et pour le compte desquels aussi vous devez travailler. Et ils pensent avec ça que c'est une assemblée normale. Elle n'a fait aucune loi de règlement, elle n'a fait aucune enquête parlementaire. Ils ont voté des lois même qui violaient l'esprit de leur propre constitution que l'institution a rédigée et ils pensent qu'ils sont une assemblée normale parce qu'il y avait plus d'opposition. Non, je dis non. Aujourd'hui, cette assemblée-là, elle travaille. Aucune loi n'est taillée sur mesure. Aucune loi n'est faite pour Amara ni pour Zaoro. Quand une loi est là, quand elle doit s'appliquer, elle s'appliquera à tous les Guinéens. Et les débats aujourd'hui sont de telle sorte que chaque député se retrouve dans le débat s'il se donne le temps de venir assister. Parce qu'il y a la commission de fond. Pour toute matière, il y a une commission répondante. Donc cette commission constitue automatiquement la commission de fond. Cette commission de fond travaille et toutes les autres commissions où les autres députés qui ont des compétences en la matière peuvent assister au débat. Il y a une intercommission où toutes les autres commissions sont conviées. Ensuite, c'est débattu, il y a ce qu'on appelle l'explication de vote dans les groupes parlementaires où chaque groupe parlementaire vient discuter de pour ou contre de leur orientation de vote. Et après aussi, au niveau des plénières, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites ou faites ou comprises lors de ces différentes instances de débat, vous avez tout loisir d'exposer ça là-bas. Des questions seront posées et des réponses seront apportées. Ce que beaucoup craignaient, c'est que cette Assemblée nationale, largement dominée par le RPG Arc-en-Ciel, soit une simple caisse de résonance, où tout passe comme une lettre à la poste. Vous dites finalement, tel n'est pas le cas. Moi, je donne les éléments de comparaison. Vous savez ce qu'on appelle les contrats de prêt. C'est-à-dire, quand ça vient, l'État doit avoir une concession de prêt. En principe, l'État aura déjà discuté de tous les contours et détours qui sécurisent les avantages du pays par rapport au co-contractant qui est l'étranger. D'accord? Ça peut être un autre pays ou une institution financière ou des partenaires au développement. Donc, quand ça vient, c'est juste que l'Assemblée examine l'opportunité de valider ou non le document. Mais par rapport au contrat de concession sur le Simandou, quand la convention est venue, le ministre des Mines a passé 5 heures d'affilée à répondre aux questions des députés. Ce qu'il n'avait jamais eu dans la 8e législature. Il passait même pas 4 heures de débat là-bas. Vous comprenez? Donc, et pendant ces 5 heures de débat, il est ressorti avec un ensemble de recommandations pour mieux parfaire le document. Il en est sorti content. Donc, le ministre du budget, il a passé 7 heures d'échange. Et le dernier budget, l'Assemblée avait demandé que si les chefs de département ne venaient pas se présenter et s'apprêter aux questions des députés, malheureusement, on allait être obligé de ne pas voter le budget. C'est ce qui a été fait. Parce que c'est une injonction légale, ce n'est pas nous qui les obligeons, c'est la loi qui les oblige. Donc il faut qu'ils défèrent à cette obligation. Est-ce que vous avez entendu la 8e législature
exiger la présence des gens pour mieux élaborer un texte. Non. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de laxisme dans l'ancien, mais pourvu que certains se retrouvent dedans, on pense que tout est bon. Honorable Boubacar Sidiki Diallo, il est député donc à l'Assemblée nationale et président du parti UMP. Il est notre invité ce matin. Nous allons donner la parole aux auditeurs avant de parler d'autres questions. Chef de file de l'opposition, le dialogue politique en vue. En tout cas, certains partis politiques le demandent ouvertement. Nous avons un auditeur en ligne au 661 907 907 655 907 907. Bonjour messieurs. Encore une fois, bonjour M. Barry, bonjour auditeurs et auditrices de la radio Évasion. Monsieur Sidibé Aboubacar, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup et je dis bonjour à l'honorable Diallo, sans oublier l'honorable Dr Ben Youssouf Keita. Monsieur Barry, j'ai écouté l'honorable Diallo avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai quelques questions à lui poser. Monsieur Diallo, la première question, je voudrais juste savoir, à l'Assemblée, à l'hémicycle, qu'est-ce que vous faites pour que les projets de loi, les résolutions dont vous parlez là, puissent être comprises, n'est-ce pas, par l'ensemble, n'est-ce pas, de la population guinéenne, de Conakry à Yukunkun? Qu'est-ce que vous faites? Parce que pour moi, c'est que il n'y a pas ce qu'on appelle la multiplication, n'est-ce pas, de ces résolutions-là. Les gens n'arrivent pas, seulement une portion des citoyens, n'est-ce pas, qui arrivent à comprendre. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Ça, c'est ma première question. Maintenant, concernant les organisations, comment dire, les coordinations régionales et organisations assimilées, j'ai envie de savoir, vous avez adopté cette résolution-là. Est-ce que cette résolution a un effet de loi? Et la troisième question, c'est par rapport à comment ces patrouillasses-là sont remplacées. Parce que pour moi, c'est comme si le problème, au lieu d'être résolu, est plutôt déplacé. Vous avez dit que ces organisations-là sont informelles et puis elles ne doivent pas s'immiscer dans les affaires politiques. Mais d'abord, c'est comment à l'interne, par exemple, à Messenta là-bas, est-ce que vous avez cherché à savoir comment ces patrouillasses doivent se remplacer, quoi? Voilà. Est-ce que vous avez cherché à savoir ça? Oui, avant de faire quoi que ça soit. Oui, merci à vous. Merci à vous, monsieur, de nous avoir appelé dans cette émission. Il a posé 3 questions, c'est beaucoup. Il y a un auditeur qui est en ligne, il va garder la ligne. On va prier donc, monsieur le président, l'honorable d'être bref dans ses réponses. La deuxième, est-ce que la résolution a un effet de loi? Non, la résolution n'a pas un effet de loi. La résolution, c'est pour permettre au président de savoir quelle est la position des représentants du peuple face à ce problème-là. Et il lui appartient de prendre la décision finale parce que c'est lui qui est le garant de la cohésion sociale. D'accord. L'autre question, c'est bien de voter des résolutions, c'est bien de faire des lois, de vulgariser. Alors, merci. Moi, je pense qu'il y a une radio parlementaire qui d'ailleurs transmet les débats en plénière en direct. Mais qui ne couvre qu'une partie de Conakry, pas toute la République. Maintenant, l'autre chose, il y a ce qu'on appelle la loi d'accès à l'information publique que nous-mêmes nous avons voté et adopté. Donc n'importe quel citoyen qui a besoin de savoir n'importe quelle chose, il peut se référer. Il peut faire appel à cette disposition pour demander à l'administration publique une information par rapport à ce dont il a besoin. Mais ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a le département de digitalisation de l'Assemblée, où on va mettre toutes les plateformes de communication. Et bientôt, ça va être lancé. Le président de l'Assemblée y tient fermement et il a mis tous les moyens et il a mis des équipes compétentes pour en arriver là. Donc, autant ils sont en train de vous suivre ici dans les médias, autant tout sur l'Assemblée sera vu sur toutes les plateformes de communication. Il faut expliquer ça aussi en langue, que nos lois soient expliquées en langue. L'appropriation, ça va avec tout, les langues, et les outils de communication, et puis, etc. etc. Oui. Est-ce que vous avez... Je pense que c'est déjà très avancé, et dans les prochains jours, je pense qu'ils vont lancer cela. Avant de répondre à la troisième question, je prends cet autre auditeur. Bonjour, messieurs. Alors, bonjour, monsieur, bonjour à l'équipe et à votre invité. Oui, bonjour.
Oui, c'est Tibou Dieng de Doubrika. Vous savez, je suis le communicant le plus haï de son propre camp, tout simplement parce que j'ai dit la vérité. Et cependant, moi, je m'en moque éperdument de ça. Monsieur Dieng, bienvenue dans cette émission. Très bien, je remercie votre invité. Vous savez, l'Assemblée, là, si un autre Guinéen a refusé de participer et qu'un autre Guinéen a participé, je crois bien s'il y a une Assemblée, c'est une Assemblée pour le pays. Je remercie infiniment, c'est-à-dire votre invité. Vous savez, l'Assemblée, là, il n'est pas forcément que, c'est-à-dire, pour l'Église, si Paul ne veut pas, donc c'est une Assemblée. Tout simplement, moi, c'est une telle question que j'ai à lui poser. C'est quoi et je vais toujours insister sur ce parti, c'est faire l'avocat des détenus politiques. À l'Assemblée là-bas, quelles sont les mesures prises pour en parler les cas des détenus politiques là, tandis qu'ils ne sont pas jugés, c'est-à-dire d'autres sont en train de mourir et d'autres sont en train de souffrir en même temps là. Et on n'entend pas, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Merci à vous, hein, Monsieur Dieng, de nous avoir rappelé. Merci, Monsieur Dieng. Vous savez, dans la Constitution, la séparation et l'équilibre des pouvoirs est consacré. Un député, tu fais les lois, tu contrôles l'action du gouvernement, etc., etc. Donc, tu ne peux pas rentrer dans toutes les dimensions, te prononcer sur tous les sujets. C'est vrai que l'arrestation d'un citoyen, la détention d'un citoyen sans jugement, ça interpelle les esprits, les leaders d'opinion et autres. Donc, et je pense que chaque composante de cette assemblée, dans sa dimension politique, a eu à se prononcer sur ça. Moi, j'ai dit, je demande au ministre de la Justice de mettre la célérité et de dire le droit. Ceux qui sont reconnus coupables de faits avérés seront jugés et condamnés, et ceux qui sont innocents, qui soient libérés. Et pendant ce temps, il doit réunir les mesures qu'il faut pour garantir la liberté, les droits et la sécurité de chaque détenu. Et pour l'instant, il faut qu'il puisse assurer la santé des détenus. Voilà les recommandations de mon parti UMP. Oui, c'est que beaucoup n'ont pas. Maintenant, au-delà de demander à l'Assemblée d'aller parler, vous savez, à un moment, il y a eu beaucoup de confusion dans les rôles des institutions. Vous allez voir quand il y a un problème de manifestation, on vous dit, bon, le président du Conseil économique et social, les présidents des institutions sont appelés, les coordinations régionales sont appelées, les imams et prêtres sont appelés, on réunit tout le monde. Non, il faut que dans ce pays, on apprenne à dire le droit par celui qui incarne l'autorité. Mais point, un trait. Demander, il faut tendre la main, il faut que l'autre accepte la main, il faut qu'on montre qu'on... Non, tout ça, c'est dans un pays laxiste. Donc, si le droit est dit, le dialogue. Les droits sont défendus, vous n'avez pas besoin de main tendue, de dialogue, d'accord ou d'entente. Non. Moi, je suis contre ça. D'où cette question d'actualité, honorable. Aujourd'hui, il y a des leaders politiques qui appellent ouvertement au dialogue. Hein. C'est notamment le cas de l'ancien Premier ministre Idia Touré qui estime que le pays est bloqué. Vous dites que c'est inopportun. Que le pays est bloqué? Oui, que le pays est bloqué, ça ne va pas, okay. Les institutions ne fonctionnent pas. Est-ce que vous pensez que... bloquer ce pays? Selon lui. Parce que quand on est un leader politique, on est un homme d'État, il faut quand même dire des choses qui sont avérées. Le pays est bloqué. Moi, je ne vois pas comment le pays est bloqué. Il y a une élection, on a passé le cap, les institutions fonctionnent correctement, l'Assemblée en tout cas légifère, l'exécutif continue à diriger, il étend sa compétence de gestion sur l'ensemble du territoire. Je n'ai pas vu un territoire qui échappe au contrôle de l'État ici. Le judiciaire, il fonctionne. Même si aujourd'hui on lui demande plus de célérité pour le cas des détenus politiques, mais l'appareil judiciaire n'est pas endommagé. Alors, comment est-ce que le pays ne fonctionne pas? Il y a une crise politique qui s'est installée. La crise politique, c'est quoi? Il faut dire qu'il y a une incompréhension entre des hommes politiques. Mais de là à extrapoler comme si tout est arrêté dans ce pays-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Les commerçants vendent, les percepteurs d'impôts perçoivent, les recettes sont perçues. Alors comment? Sauf que les frontières sont fermées. Certaines frontières seront fermées aujourd'hui. Mais regardez, les États-Unis ont fermé leurs frontières avec le Mexique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise politique aux États-Unis? Pour des questions de sécurité ou des questions qui reviennent à l'État,
L'État peut prendre n'importe quelle mesure. Ce n'est pas parce qu'on a fermé les frontières de 3 villes que tout le pays se dit bloqué. Mais dans ces villes-là, ce ne sont que les frontières terrestres qui sont fermées. Vous pouvez prendre votre vol et aller à Dakar. Vous pouvez prendre votre vol et aller dans n'importe quel pays du monde. Mais sauf que les Je ne suis paysans pas n'arrivent pas d'accord avec des politiciens que lorsqu'ils sont en position de défaillance ou de perte, ils crient à l'embrasement total, ils donnent une chiccose dans la cité, ils font croire que comme ils ne sont pas là, que tout est fermé, tout est négatif et tout est rouge. Non. Vous pensez que tel est le cas avec cette Mais sortie? c'est tel est le cas. On crie non, le pays, rien ne va, le pays est bloqué, il y a une crise institutionnelle, on dit ça. Et quand on est en dehors de la Guinée, on pense qu'il y a le feu en Guinée. Mais Lamine, rien ne vous empêche de faire votre rôle de journaliste. Nous y reviendrons longuement. Il y a une incompréhension politique entre certains partis politiques, 2 ou 3 partis politiques. Mais il y a plus de 200 formations politiques en République Guinée. Arrêtons de transformer la situation irréelle qui est dans l'esprit de 2 ou 3 leaders en une situation nationale. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Nous y reviendrons longuement. Il y a quelqu'un qui attend là depuis 10 minutes, il est là. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien. Alhamdoulilah, monsieur Oumar Diallo, bienvenue dans cette émission. Merci. Il est parti, je suis vraiment désolé, toutes mes excuses, monsieur Diallo, parce que nous avons un autre auditeur. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère, comment ça va? Oui, monsieur Diaby Alassane, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alassane Diaby Alassane, communicant en son professeur Fakonde. Je salue notre invité, je le remercie très bien. Kourou Maninka est content de lui, ils sont en train de le remercier très bien. Merci beaucoup mon frère. Je vais lui poser quelques questions. Il a bien dit, le ministre des Mines a passé 5 heures de temps avant de contrôler toutes les affaires de mines et la Guinée. Moi, ce que je vais poser, est-ce que, comme ils sont de députés, il a parlé le 8e législatif et le 9e, et ils ont posé des questions et que le 8e n'a pas posé. J'entends le travailler et que le 8e n'a pas travaillé. Un État, c'est continuité. Un Parlement, c'est une continuité dans le pays. Est-ce que les contrats qui sont signés au temps de l'ancien Conté, l'affaire de El Guinée, l'affaire de Mont-Simandou, l'affaire de Firia, qu'est-ce qu'ils ont parlé dans ça? Il n'a qu'à voter pour qu'on puisse vérifier le dossier là, réclamer. Je le pose la question là. Oui, mais... Est-ce qu'ils sont en train de faire? La deuxième question. Oui, très rapidement. Ok. La deuxième question. Est-ce que Alpha Condé a parlé de correction, le détournement bien de l'État? Est-ce qu'ils sont en train de prendre la décision pour avoir voté pour ça? Merci à donc, vous. Nous demandons le député de faire travailler, contrôler l'affaire de l'État. Merci à vous. La main dessous. Merci à vous, monsieur. Il y a un autre auditeur. Bonjour, monsieur. Fatigable, bonjour. Monsieur Silla, bienvenue dans cette émission. Merci, mon cher ami. Voilà, malheur de la Guinée, le pays n'est pas bloqué. Parce qu'aujourd'hui, tu prends 15 millions par mois. Un préfet, tu n'es même pas député. Quelle honte nationale. Monsieur Paris. Mais, monsieur, oui. Quelle est votre question finalement? Il n'y a pas de souci, mon cher monsieur Barry. Monsieur Barry, au lieu d'attaquer les coordinations, parce que j'ai vécu beaucoup de pays sous-région. Mais pourquoi ensemble, pourquoi ils ne sont pas votés pour diminution des prix des loisirs qui va par exemple aujourd'hui 800 000 et 1 million. Est-ce que votre rôle, c'est vous ne pas voter pour diminution de ça? Les prix carburant est cher, les prix loyer est cher, les prix de transport est cher. Deuxième question, je voulais demander à votre invité, parce qu'il a dit que le pays n'est pas bloqué. Il y a de certaines communes qui sont militarisées par les armées guinéennes. Il n'y a aucun pays du monde qui, si c'est bloqué ou bien ce n'est pas bloqué. La deuxième question, je voulais demander...
Oui, merci à vous, monsieur Sylla. On va répondre à ces questions-là parce qu'il y a un autre auditeur qui va garder la ligne. Oui, monsieur. Voilà, on va commencer par cette dernière question, si vous voulez bien. C'est bien de voter des lois. Le prédécesseur a dit que les contrats, autant de compter sur les mines, est-ce qu'on a fait un droit de regard? Mais ce que je voudrais lui dire, de se rassurer qu'aujourd'hui, l'avancée dans le milieu des mines est significative. Aujourd'hui, la Guinée produit beaucoup plus, c'est ce qui justifie que 68% de notre budget vienne des mines, et c'est ce qui fait que le fonctionnaire guinéen est payé les 27 et 28 du mois, chaque mois, au moins, même si c'est peu, mais ça ne retarde pas. Donc il y a une expansion. Ensuite, il y a beaucoup de sociétés qui bénéficient de sous-traitance et autres. Ça fait vivre des Guinéens, et il y a aussi l'impact des mines sur les communautés locales. Ça a commencé cette année avec cette histoire d'Anafik où on met 15% des revenus sur les communautés locales, et je pense que dans le futur, les gens vont bénéficier de l'impact réel sur les mines. Ensuite, il a demandé de contrôler les affaires de l'État, et je pense que le président a dit qu'il va gouverner autrement. On attend de voir comment est-ce qu'il va gouverner autrement. Il a même promis de faire une conférence de presse pour expliquer ça. Donc, je pense que les Guinéens comprendront quelle est la vision qu'il a. Alors, Doyen a parlé de la loi sur les loyers. C'est une loi qui a été votée et adoptée à l'Assemblée à la 8e législature. Qui a été proposée. Hein. Il y a eu beaucoup de détractations, mais la loi n'a jamais été votée. Il y a eu même... j'ai discuté avec un de mes confrères députés il y a 2 jours, parce que je m'intéresse essentiellement à cette loi. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un vous demander une avance de 5 ans, ce qui est complètement fou. Ou bien on vient pour un petit appartement, on vous demande $1 500 et à payer en dollars. Alors que nous sommes en Guinée et la monnaie locale, c'est le franc guinéen. Donc il faut que ces pratiques cessent, mais il faut que ça soit dans le cadre d'une loi. Et ça, on est en train de travailler. Je pense qu'on va revoir la loi sur les loyers pour pouvoir tenir compte du niveau de vie du Guinéen. Maintenant, si vous avez votre bâtiment, vous voulez le louer aux Martiens, vous êtes libre à vous, mais dans des proportions qui doivent respecter les normes de la République. Et il a parlé de militarisation de certains quartiers, comme pour dire est-ce que le pays n'est pas bloqué. Mais au moment où je vous parle, le Parlement américain est militarisé pour que les députés puissent valider le vote certifier qui a eu. la victoire. Alors, de ça ne veut pas dire que la présence des militaires justifie le blocage d'un pays ou d'une institution. Lorsqu'il y a des questions de sécurité qui va au-delà des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire que la police, la gendarmerie, on fait appel à l'armée. Tous les actes de vandalisme qui ont eu lieu lors des élections, les violences post-électorales, se sont calmés avec l'arrivée de l'armée. Alors, il y avait des gens qui n'étaient pas de la mouvance, qui ne soutenaient pas le professeur Alpha Condé, mais qui ont été victimes. Mais si l'armée ne venait pas, ces gens-là, qui allaient les secourir? On vous dit, c'est au nom de la démocratie, de l'état de droit qu'on va se battre. Mais on se bat dans nos propres quartiers, on se fait du mal entre nous, citoyens vivant dans le même quartier, et on pense qu'on fait avancer la démocratie avec ça. Ce n'est que de la violence. La démocratie ne s'appelle pas violence. Mais puisque les gens n'arrivent pas à comprendre, tant qu'ils ne sont pas victimes dans leur chair, et je pense que c'est ce qui est déplorable. Quand je vois un Guinéen venir spéculer, expliquer, justifier des violences dont d'autres ont été victimes, je pense que tant que certains Guinéens ne sont pas victimes eux-mêmes, ils ne comprennent pas le sens de ce qu'on défend. Honorable Boubacar Diallo, député donc à l'Assemblée nationale. Nous avons un autre auditeur. Hein. Bonjour, messieurs. Alors oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis Excellence Balde, le vrai numéro 1 des démocrates en Guinée, Mokaramokalpa Mokankalbe, qui vous appelle depuis l'ancien poste de Madina. Bienvenue dans cette émission. Voilà, je salue et je remercie votre invité. Je vais poser 2 questions à une. C'est-à-dire, en tant qu'un député proche du peuple, 1 kilo de viande et un sac de riz se négocient combien au marché? Première de question. Deuxième de question, avec quel est percevez-vous de nos élus locaux qui ne jouent pas le rôle qui est le leur? C'est-à-dire, les maires, par exemple, celles en Guinée, on voit dans la capitale, on compte quelqu'un qui construit plus de 20 bâtiments d'immeubles.
qui ne payent pas les taxes pour que ces taxes-là viennent dans les communes pour construire des logements sociaux pour les pauvres populations. C'est ce que j'avais à dire. On se quitte avec un proverbe qui nous dit les coqs appartiennent à un seul individu. Dès qu'ils tentent, c'est pour tous les villages. Prenez soin de vous, ça qu'il est une vie, quand Karadouana Bourou. Merci à vous, Excellence Baldé, de nous avoir appelés dans cette émission. Bonjour, messieurs. Oui, honorable, ces questions. Je commence par la dernière. Les maires des communes ne jouent pas le rôle. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Mais vous savez, le problème de chez nous, lorsque vous dénoncez une chose, on regarde la personne indiquée, on personnalise votre idée et on vous colle une étiquette. Lorsque vous dénoncez le maire d'une commune, on dit voilà, si la commune est de l'opposition, on dit non, il veut saboter l'opposition. Si la commune est de la mouvance, on dit il veut saboter de la mouvance. Il y a eu le déguerpissement de Kapoor-Rai. D'accord ? L'État a fait usage excessif de son pouvoir contre des citoyens. Mais ces citoyens relèvent d'une circonscription électorale qu'on appelle la commune. Le maire est le premier responsable de la commune. Il n'a rien fait pour protéger ces gens-là. S'ils doivent quitter sur un bien de l'État, le maire ne peut pas les imposer dessus. Mais il devait leur trouver des maisons, les recaser, les sécuriser. Il y avait des enfants qui étaient abandonnés, il y a des vieilles personnes, des malades et autres. Le maire n'a rien fait. C'est une irresponsabilité totale. Aujourd'hui, regardez combien de chantiers fleurissent ici. On ne perçoit pas des impôts sur ça. Si ceux qui construisent ces immeubles R+8, R+21 et les laisser là-bas pendant 5 ans, 10 ans sans les faire louer, parce que simplement la personne veut faire louer à des prix qui ne sont pas accessibles par le simple citoyen. De Hamdallah jusqu'à Bailobaya, il y a des immeubles là-bas, ça fait plus de 10 ans, à partir du 2e, 3e étage, il n'y a personne. Ils préfèrent laisser les immeubles vides que de les louer. Pourquoi ? Parce que simplement, ils ne payent pas les charges de ces immeubles, point de vue fiscal. S'ils payaient les taxes et impôts correctement, ils auraient mis des locataires pour au moins réduire les charges. Donc, c'est tellement visible qu'on n'a pas besoin de poser la question. Si vous laissez votre immeuble 10 ans, vous ne l'exploitez pas. Vous croyez qu'en Europe, quelqu'un peut oser laisser son immeuble en pleine capitale 10 ans ou 5 ans sans le faire louer? C'est impossible parce que sinon, les impôts, ils vont vous récupérer votre immeuble. Mais oui, les maires, ils ne jouent pas leur rôle. Les maires ne sécurisent pas les gens. Aujourd'hui, les communes devaient prendre, c'est-à-dire avoir des démembrements pour chaque domaine d'activité et créer des normes. Quel est le maire que vous avez vu mettre des parterres de fleurs ici? Lorsqu'un lieu est sale, il y a des montagnes d'ordures. Quel est le maire qui se lève pour aller se donner le devoir de les nettoyer? On a dit il y a le transfert de compétences, il y a le transfert de pouvoir, il y a le transfert des moyens. Aujourd'hui, 80% du budget des collectivités est laissé aux mairies. Mais qu'est-ce que les maires font avec? Le dernier budget, on me dit, il y a des communes rurales qui avaient 1 milliard de budget, qui n'ont planté même pas 2 arbres. Mais où vont ces fonds-là? Et ces communes sont pourvues par les partis politiques des plus vieux partis. La mouvance et l'opposition, c'est eux qui ont plus de maires. Et c'est eux qui pensent pouvoir régler le problème des Guinéens plus que quiconque. Alors, il faut qu'on leur pose la question. Ouais, qu'est-ce qu'ils en font? Oui, on prend cet autre auditeur d'abord. Bonjour, messieurs. Bonjour, M. Barry. Bonjour, Madame Mariama Barry. Bienvenue dans cette émission. Merci pour la reconnaissance vocale. Je dis bonjour à l'invité. Bonjour. Je voudrais lui dire, il a dit que la démocratie n'est pas synonyme de la violence. J'aimerais qu'il aille dire ça à son président de l'Assemblée, l'honorable Amadou Damarou Camara d'abord. Ça, c'est pour commencer. Oui, lui dire quoi? Allez lui dire que la démocratie n'est pas synonyme de la violence. Il est plus violent que toute la Guinée, tous les Guinéens, Damarou. Comment ça? Il est insultant. S'il vous plaît, laissez-moi, je dirai sur le stand. Alors, allez-y, rapidement. Je voudrais dire à ce député, c'est le comble. Ce régime a toujours voulu insulter ce peuple. C'est le comble. Vous pouvez cadrer les cases, vous pouvez régulariser les cases sous prétexte qu'il y a eu des tueries à Mafantas.
Ça sert à quoi de procéder à une élection pour un sage? On connaît, vous avez dit ici, le feu Elazia est décédé ici. Après Elazia, sa loi est venue, il n'y a pas eu de tout. On connaît l'affaire de Sagos, l'affaire de ça, c'est la succession. Après 1, c'est 2. Après 2, c'est 3. Après 3, c'est 4. Mais pourquoi les politiques aillent s'introduire dans l'affaire de Sagos, dire que bon, le maire, le préfet, ceci, cela, le gouverneur, ça sert à quoi d'associer tous ces élus-là pour une installation d'un sage? Je voudrais vous dire, s'il s'agit de régulariser tout ce qui a failli dans ce pays, vous méritez, on devrait vous régulariser, vous d'abord. Parce que vous êtes des députés souillés du sang. Vous avez tué plus de 200 personnes avant d'être député. Merci, bonne suite. Merci à vous. Réaction, honorable. Je ne réagis pas. Je vous dis merci à madame. C'est un cri de cœur. Elle dit les choses de son niveau. Je respecte ça. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui se limitent à leur niveau ou qui jettent le débat pour avoir plus d'explications. Mais pour recadrer, si le président Damaro est violent, moi je ne le sais pas. Je ne l'ai jamais vu exercer une violence, ni physique ni verbale. D'accord? Il dit ses opinions et il n'y a pas de délit d'opinion en République de Guinée. Alors si certains en souffrent, malheureusement on ne peut pas faire autrement que de respecter nos lois. Deuxièmement, lorsqu'elle dit qu'on est sur le sang des Guinéens, alors là, madame nous a accusés parce qu'elle ne connaît pas l'histoire du pays et je pense qu'elle n'est pas informée. Sinon, les leaders qui ont appelé les gens à sortir dans la rue, à la suite de quel appel il y a eu des morts d'hommes, du sang versé, ces leaders sont chez eux, leurs familles sont à l'étranger. Mais madame doit au moins respecter ce qui est évident. Elle sait quels sont les leaders qui ont appelé les Guinéens à sortir. Elle sait suite à quoi ces Guinéens sont morts. Et où est la famille de ces leaders? Où sont ces leaders? Eux, ils sont protégés. Leurs familles sont à l'étranger en protection. Et madame pense que moi qui ai appelé mes militants à aller voter et à rentrer chez eux en toute sécurité et qui a gagné les élections par cet effort-là, que je suis sur le sang des Guinéens. Non, je pense qu'elle n'est pas rationnelle là. Ensuite, je rappelle que ce sont les mêmes leaders qu'elle protège là, qui sont assis sur le sang ou qui s'assoivent généralement sur le sang de leurs militants pour avoir des positions. Lorsqu'il y a eu les délégations spéciales, quand le président Alpha a commencé à faire les délégations spéciales, on a dit non, il viole la loi. Il y a eu des manifestations, il y a eu plus de 7 morts. Ces mêmes leaders qui appelaient les gens à sortir pour refuser ça, pour lesquels ils sont morts, ces mêmes ont fait des accords avec le président Alpha et ils ont accepté de partager les communes. Ils se sont assis sur le sang de leurs militants. Madame, je peux comprendre que vous veuillez dire la vérité, mais dites la vérité à celui qui doit la recevoir, pas moi. L'autre question, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il y a une autorité, est-ce qu'aujourd'hui, parce que cette résolution que vous venez d'adopter, c'est par rapport à un cas, le cas qui vient de se dérouler. Non, un cas, excusez-moi, tout est parti là, en croire quand même un député, monsieur Honorable Aboubakar Souma, tout est parti. Alors c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il faut le dire. Mais est-ce que vous avez essayé à comprendre, parce que bien avant ça, il y a eu des tueries un peu partout en Guinée. Est-ce que, par exemple, à ce stade-là, vous pouvez ouvrir des enquêtes parlementaires pour essayer de voir quand même sur ces violences-là? Vous savez, Lamine, pour un être sensé, pour un homme d'État, lorsqu'il y a un problème, à un moment donné de l'histoire, tu trouves la solution du problème pour ce moment et pour le futur. Mais si tu veux rentrer dans l'histoire, retourner jusqu'à la création de l'humanité pour régler tout ce qui était là avant et similaire, ensuite continuer, tu vas finir ta vie sans rien régler. Donc on ne peut pas se mettre à rentrer dans le passé, faire des marches arrière pour satisfaire l'opinion des gens critiques. Ils peuvent dire ça. Ce qu'on a cru faire avant le CNT, l'armée n'était pas dans la Constitution. Mais lorsqu'on rédigeait la loi la Constitution de 2010, on a dit la Constitution c'est quoi? C'est la loi suprême du pays. Et pourquoi on rédige une loi suprême du pays?
c'est pour normaliser l'existence des droits, des facultés, des institutions et leur corrélation dans un climat de paix où chacun se sent en sécurité et libre. Donc l'armée était devenue un facteur d'instabilité. Il fallait la mettre dans la Constitution. On a prévu l'armée. Si aujourd'hui on fait une résolution pour inspirer le président de la République à prendre des mesures à partir des événements, non seulement qui ont été enregistrés jusque-là, et qui se sont maintenant, c'est-à-dire qui ont eu une autre dimension criminelle, parce qu'il y a plus de 10 morts. Donc c'est maintenant et c'est à ce moment qu'il faut prendre les mesures. Honorable Boubacar Sidiki Diallo, député à l'Assemblée nationale et président de parti IMP. Il est notre invité ce matin. Nous avons un autre auditeur. Bonjour monsieur. Alors bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je réponds au nom de Idrissa Doré. Je vous appelle précisément de Madina. Oui, monsieur Doré, bienvenue dans cette émission. Oui, merci. J'ai une à deux ou trois questions à poser à votre invité. La première question repose proprement sur les manifestations qui se sont effectuées depuis 2010 à nos jours. Je pense qu'il a ainsi donné quelques exemples où il a même parlé qu'il y a d'autres leaders qui sont assis sur le sang ou qui réclamaient c'est-à-dire des choses, des intérêts sous le sang de leurs militants. Je voudrais savoir, toutes ces manifestations qui ont eu lieu de 2010 à nos jours, ces manifestations ont été provoquées par quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une cause? La cause réellement, je veux savoir. Ou bien les gens se sont levés eux-mêmes seulement manifester sans cause. La deuxième question, c'est quoi? Revient aujourd'hui sur la résolution qu'ils ont fait. Est-ce que nécessairement le problème était au niveau des coordinations? Parce que je veux savoir réellement si le problème était au niveau des coordinations. Est-ce que ce n'est pas l'État elle-même qui créait le problème au niveau des coordinations? Là, je veux réellement qu'il me donne une réponse à ce niveau. Et ensuite, la troisième, la dernière. Aujourd'hui, ils ont une assemblée. Est-ce que monsieur, votre invité aujourd'hui, il est fier de cette assemblée? Parce que on peut appartenir à une structure et qu'on soit fier de cette structure dans tous les travaux. Et on peut aussi appartenir à une structure où vraiment on n'est pas fier des activités. Merci à vous, monsieur Doré. Merci à vous de nous avoir rappelé. S'il y a un autre auditeur, on va le prendre avant que le président de l'IMP ne réponde à ces questions plutôt. 661 907 907, 655 907 907. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Yaya Deba. Monsieur Yaya Deba, bienvenue dans cette émission. Merci. Je voulais d'abord remercier votre invité qui a été humble, persévérant et surtout convaincant ce matin. Je crois à Mariam Barry vient de poser la question. Ce qui concerne la participation des partis politiques à ces élections. Je me dis que l'honorable a été à la hauteur de ne pas répondre. Pas parce que quand on perd ses yeux, on a entendu toujours arriver, même dans les médias. Et sur ce, je rappelle à Mariam Barry que la Constitution est un contrat d'adhésion collective. Et vous êtes libre de participer aux élections et vous êtes libre aussi de ne pas participer. Donc, ça, c'est pas la faute à l'honorable. Et lui, finalement, il s'est présenté à ces élections parce qu'il est convaincu qu'il a créé un parti politique pour participer à ces élections. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je rappelle que on est attaché aux valeurs sociales et culturelles qui fondent une nation. Et de nos jours, nous sommes profondément, n'est-ce pas, attachés aujourd'hui à l'égalité constitutionnelle, aux institutions démocratiques instaurées à travers, n'est-ce pas, des élections libres et transparentes. Et c'est ceci dit que aujourd'hui, c'est ce qui a fait que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, que ces électeurs ont voté. Monsieur Yaya Deba. Que ce monsieur, l'honorable, soit un député. Parce que la souveraineté nationale appartient au peuple. Monsieur Yaya Deba.
Merci à vous. Oui. Merci à vous. Vous êtes largement compris. On va répondre à ces questions-là. Il y a un auditeur, mais qui va garder la ligne. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur Yaya. Vous avez parlé Je pense qu'il a largement expliqué des choses importantes. Et monsieur Doré a parlé quand même, a posé beaucoup de questions. Doré a demandé la cause des manifestations. Est-ce que les gens sont sortis pour simple plaisir? Mais les manifestations sont licites, sont légales, sont normales dans tout pays du monde. Mais ce n'est pas là la question. La question, c'est dès l'instant qu'une violation, si vous voulez, qu'une violence commence à s'emparer des manifestations, elle prend une autre proportion illégale. C'est pourquoi il y a, à côté du droit de manifester, le droit du maintien de l'ordre. Si on vous dit demain, il y a manifestation, même si on vous dit ville morte, ce qui est censé être que personne ne sorte. Quand vous passez par l'axe, on caillasse votre véhicule. Mais tout le Guinéen le savent. Tout le monde le sait. Et en même temps, on vous dit non, que c'était une ville morte, nous, on n'a pas fait de dégâts. Non, c'était une manifestation pacifique, mais quand tu passes, on te caillasse. Mais non, on n'a pas fait ça. Ça ne sert à rien de se mettre à s'expliquer. D'accord? Ceux qui créent la violence, ils savent. Ceux qui maintiennent l'ordre, ils savent. Ceux qui abusent dans le maintien d'ordre aussi le savent. Donc c'est un jeu de dupes, ils le font. Oui. Donc moi je ne rentre pas dans ces dimensions-là. L'autre question c'est par rapport à la résolution. Il dit est-ce que le problème c'est pas l'État? Serait-il au niveau des coordinations? Moi je dis que les coordinations ont laissé leur âme se faire vendre et se faire acheter par les politiques. Une coordination doit recadrer. Pourquoi on ne dit pas de dissoudre, de fermer les églises ou les mosquées? On parle de Dieu, on parle de sagesse, on parle de tout, du social, de tout, sauf la politique dedans. Mais parce que ces institutions fonctionnent, elles fonctionnent conformément à ce pourquoi elles sont faites. Les mosquées sont ouvertes pour les prières, les églises également, etc. Personne ne sera aussi fou à dire fermer ça. Mais lorsque les coordinations prennent un relan communautariste, il y a même des coordinations ici qui donnent des orientations de vote, ou qui si vous voulez, qui ségrèguent certains citoyens parce qu'ils pensent simplement que ces citoyens ne vont pas dans le sens qu'eux, ils protègent. Tout le monde le sait. Donc, on ne va pas se mettre à spéculer, expliquer. Lorsqu'une structure ou une instance ou une institution d'un État devient un facteur d'instabilité, c'est le stamping out. Il faut la supprimer pour la cohésion nationale. On ne va même pas spéculer dans ça. Maintenant, il demande si je suis fier d'être de cette assemblée. Je suis la chose dont je suis plus fier en ce moment où je parle et je respire, c'est d'être député de la République et d'appartenir à cette 9e législature. Avant de donner la parole à cet auditeur-là, vous avez parlé quand même, vous avez évoqué un problème, c'est celui lié donc au statut des chefs de file de l'opposition. Même hier, j'étais à l'Assemblée où le président de l'Assemblée nationale appelle fièrement Mamadou Sylla chef de file de l'opposition. Vous dites qu'il n'est pas chef de file de l'opposition. Oui, parce qu'au sens de la loi, que eux-mêmes ils ont voté en 2014, pour être chef de file, pour être constitué parti politique de l'opposition, il faudrait, après chaque élection nationale, faire une déclaration auprès du ministère en charge des partis politiques. Ce qui, jusqu'à présent, n'a pas été publié, donc n'est pas censé avoir été fait parce que personne n'est au courant. Donc, si vous n'êtes pas part de l'opposition, au sens de la loi, vous ne pouvez pas être chef de file de l'opposition, au sens de la loi. Mais est-ce que vous l'avez fait, ça? Honorable. Est-ce que vous, personnellement, puisque vous réclamez l'opposition, oui. Puisque je le dis, croyez-moi que c'est ce que je dis, je l'assume. Donc, aujourd'hui, il appartient à M. Mamadou Sylla de vous donner, vous, la presse, la preuve qu'il a fait sa déclaration devant le ministère de l'administration du territoire pour être reconnu légalement opposant, et les membres du cabinet aussi qu'il a créé, parce que chaque membre est issu d'un parti politique. S'il doit se réclamer du cabinet du chef de file, il doit avoir le titre et la qualité d'opposant. Et aujourd'hui, même l'UFDG, à notre connaissance, n'a pas fait ce dépôt depuis après les dernières élections présidentielles. Donc il n'y a pas d'opposition actuellement. En République de Guinée, tout le monde est mouvance.
Personne n'est parti politique de l'opposition pour n'avoir pas déféré à cette injonction légale. Et je mets au défi toute personne qui dit le contraire sans avoir fait la déclaration. Donc c'est le seul problème, le statut de chef de file de l'opposition. Ce n'est pas un problème, c'est une procédure. Si elle n'est pas respectée, vous n'avez pas la qualité. Donc c'est le seul hic. Mais c'est tout le hic. C'est pas le seul hic, c'est tout le hic. Parce que ça met à l'eau tout ce qui est devant. L'effet d'un acte nul, vous savez en droit c'est quoi? L'effet d'un acte nul, c'est qu'il est censé n'avoir jamais existé, même s'il a produit un bateau. C'est-à-dire que quand vous commencez un acte qui est nul, même s'il a produit 1000 autres choses devant la loi, toutes ces choses sont nulles. Et de nul effet. Donc l'UDG n'est pas un parti politique légalement de l'opposition, donc son président ne peut pas être le chef de file de l'opposition et personne ne peut le déclarer tant qu'il n'a pas fait la déclaration auprès du ministère. Un point, un trait, et c'est la loi. Donc le président de l'Assemblée doit arrêter de l'appeler chef de file de l'opposition. Il lui appartient de garder ses opinions, mais ce que je vous dis, c'est ça la loi. Cette dernière question, est-ce que vous estimez qu'il y a opportunité de dialoguer aujourd'hui comme l'estime Sidya Touré de l'IFR Moi, si je suis le conseiller juridique du président, je lui dirais appliquer la loi, respecter les droits des Guinéens dans leur moindre centime et continuer à la gestion de l'État comme ça. Dialoguer, faire des tables rondes ou la main tendue, tout ça, c'est des losers qui ont tout perdu et qui veulent tirer au moins le minimum qu'ils puissent avoir à travers des accords politiques pour avoir une certaine stabilité, un certain confort parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont tout essayé, ils ont tout perdu, maintenant ils veulent tendre la main pour avoir au moins quelque chose. Ce n'est pas une façon, il faut qu'on sorte de là. Respectons la loi, pourquoi on a besoin de tendre la main ou de dialoguer? Éventuelle formation d'une équipe gouvernementale, est-ce qu'il faut reconduire cette équipe de Kachori ou bien il faut la congédier? Le président est libre de... Si on demandait votre conseil. Si on demande mon conseil, je dis que le président, il a le décret, la loi lui l'autorise, la constitution lui donne à lui seul le secret de prendre la décision, mais je veux qu'il prenne la bonne décision. Laquelle, pour vous, quelle est la bonne décision? C'est-à-dire que gouverner autrement, pour moi, c'est de créer une situation si vous voulez, de contrôle constant des membres de son gouvernement. J'ai refusé de voter favorablement pour le volet recette de la loi des finances. Parce que simplement, dans des départements ministériels, les ministres bloquent des projets porteurs de croissance pour des faits de corruption. Et moi, je ne peux pas représenter le peuple, soutenir le président, qui même est l'élu du peuple. Il crée un instrument qui est le gouvernement pour aider ce peuple à répondre à ses besoins et que cet instrument vole notre esprit et que je soutienne ça. Vous comprenez? Mais les gens tombent dans la démagogie. Pour eux, quand tu es opposé au gouvernement, tu es opposé au président. J'ai rien à cirer dans cette interprétation. Je soutiens le président. Quand je vois un des membres de son gouvernement le voler, je dis, monsieur le président, ce département, il te vole, il te trompe. Voici, et je donne les faits. Voilà. Merci à vous, monsieur honorable Boubacar Sidiki Diallo. Je rappelle que vous êtes deuxième vice-président de la commission loi de l'Assemblée nationale et président du parti UMP. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci, monsieur Lamine. C'est la fin de cette émission. Ce matin, les opérations techniques ont été conduites côté radio par Mohamed Kamara. Les caméras ont été tenues donc par Mohamed Sangaré. Merci à Vabako Ivogui qui monte cette émission. Merci également à la régie. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie du reste des programmes du groupe Évasion Guinée. Au revoir.